il m'est arrivé plus d'une fois de laisser entendre que, dans les conditions où se trouve présentement l'enseignement primaire, il est sage de se borner à enseigner la lecture et le calcul. Une de mes raisons est que les sciences de la nature, prises par petits morceaux dans l'expérience même, n'éclairent pas plus l'esprit que ne fait l'empirisme des métiers, et qu'il faudrait donc commencer par les sciences les plus anciennement connues, où se trouve la clé de toutes les autres. Mais, pour qu'on se fasse une idée des difficultés réelles que l'on trouvera à cette méthode, peu pratiquée jusqu'ici, je veux rapporter quelques circonstances d'une expérience que j'ai réellement faite. C'était quelque temps avant la guerre. On sentait que les peuples les plus avancés disposaient d'un excédent énorme de loisirs et de richesses. Et c'était vrai. On pensait avoir le temps d'aménager humainement ces réserves et d'empêcher qu'on en fît l'usage que l'on sait. Mais l'oisiveté et l'ennui, fruits de prospérité, avaient pris de l'avance. J'ai pu, en ce temps-là, réunir une dizaine de fillettes et leurs maîtresses ordinaires, et leur enseigner les premiers éléments de la mécanique et de l'astronomie, non pour qu'elles sussent répondre correctement à quelque examen, mais pour qu'elles pussent bavarder suffisamment de la comète et des étoiles doubles. J'ai laissé l'opinion à la porte, et tous les mots techniques aussi. J'ai voulu les amener à regarder intelligemment les choses du ciel. J'y suis à peu près arrivé, mais pendant qu'elles s'instruisaient, je me suis instruit aussi, et de choses qui sont bonnes à méditer pour tout le monde. Ce qui est à remarquer dès qu'on a délivré les langues, dès que les petites élèves ne craignent plus les invectives ou la moquerie, c'est qu'elles disent beaucoup de choses qui semblent niaises ou sottes parce qu'elles prennent un mot pour un autre. Aussi, que les notions les plus simples doivent souvent être examinées de très près, ou, en d'autres termes, que la difficulté n'est presque jamais, pour l'élève, là où le professeur la voit. J'ai pu constater qu'une de ces petites, qui donna par la suite de bonnes preuves de son attention et de ses aptitudes, voulait placer l'ombre d'un bâton du côté du soleil. Comme le soleil n'entrait point à cette heure-là, dans la pièce où nous étions, il fallut fermer les volets, apporter une lampe et instruire cette petite fille par l'expérience. Le difficile dans ce cas-là est, non pas de ne point se moquer d'elle, cela va de soi si l'on n'est pas la dernière des brutes, mais d'obtenir que ses petites camarades ne se moquent pas d'elle. Maintenant, je veux dire quelle est la principale difficulté. C'est d'éviter le tumulte et le désordre. Dès qu'un enfant comprend quelque chose, il se produit en lui un mouvement admirable. S'il est délivré de la crainte et du respect, vous le voyez se lever, dessiner l'idée à grands gestes, et soudain rire de tout son cœur, comme au plus beau des jeux. Au contraire, si l'enfant ne comprend pas, vous le voyez sérieux, immobile, triste pour tout dire, enfin donnant toutes les marques de ce que nos pédagogues appellent l'attention. Mais dès qu'il lui viendra une pensée, il faudra qu'elle sorte. L'élève la jettera à travers les phrases du maître, bousculant la pensée des autres, ramenant tout le monde en arrière, ou levant quelque nouveau gibier après lequel elle court toute. De sorte qu'il faut se résigner à aller du coq à l'âne. Admirable métier, merveilleuse gymnastique pour le maître aussi. Oui, mais n'oubliez pas qu'elles étaient au plus 10, et leur maîtresse avec elles. Si elles avaient été 60, et moi tout seul en face d'elles, avec la terre dans une main et le soleil dans l'autre, ne pensez-vous pas que je me serais enroué et abruti avant un quart d'heure? De là le dogmatisme et le dressage d'esprit. Cela fait voir qu'il y a bien à changer dans nos écoles, si l'on veut qu'avec la science la République y entre.